Bonjour. Alors maintenant, on va parler d'Antigone. D'accord? Donc quand je dis anti, ça veut dire contre, et gon, ça veut dire la loi, contre la loi. On dirait qu'elle a été faite pour mourir, hein, selon si vous voulez, les paroles de Créon, son oncle. Alors, je rappelle qu'Antigone est une confrontation, hein, d'accord, entre la nièce, hein, Antigone, et son oncle, si vous voulez, le roi Créon. Après, bien sûr, la mort d'Édipe et la mort, bien sûr, de ses deux frères qui se sont entretués. Rappelons que Antigone, c'est une tragédie classique chez Sophocle, mais il est moderne chez Jean Anouilh. Alors, pourquoi il est moderne? Parce que c'est une réécriture, d'accord? Ça veut dire que Jean Anouilh, d'accord, a pris si vous voulez, le support Antigone comme un support pour relancer, pour activer, hein, si vous voulez, motiver les Français à se soulever contre les Allemands. Pourquoi? Parce qu'il y avait en 1945, bien sûr, l'occupation française, hein, pardon, oui, l'occupation française par les Allemands. Ce sont les Allemands qui ont envahi la France. Hein, c'était bien sûr le nazisme d'Hitler, la Deuxième Guerre mondiale. Bien. Donc, Jean Anouilh, au lieu, je sais pas moi, de s'exposer à un massacre allemand, à une, je sais pas moi, vengeance allemande, ne peut pas, bien sûr, hein, crier, d'accord, il a crié pour leur dire, allez les Allemands, sortez, allez les Français, faites la guerre. Donc, il a pris la littérature comme un moyen, d'accord? Si vous voulez, à double tranchant, un peu de discrétion, mais c'est la littérature, c'est la plume, hein, d'accord, pour dire aux Français, soulevez-vous, d'accord, faites la résistance contre ces Allemands-là. D'accord. Et ceci, bien sûr, a eu son coup, d'accord. Ça veut dire que le message était bien passé. Pourquoi? Parce que la France représente Antigone, ça veut dire un état critique. Tandis que Créon, c'est l'Allemagne, hein, il représente, si vous voulez, le côté le plus fort. Donc, quand je dis Antigone, c'est une tragédie classique chez Sophocle, hein, et quand je dis bien Sophocle, ça veut dire qu'il y avait des dramaturges, hein, à l'époque, bien sûr, tels que Sophocle, Échille, Euripide, Staphylophane, c'est des grands dramaturges. Ces gens-là, si vous voulez, se disputaient, hein, se concurrençaient au sujet d'un trophée, d'accord, d'un prix très grand au sujet, bien sûr, de la dramaturgie. Hein, quelle est la pièce de théâtre qui sera, si vous voulez, la meilleure? Mais celui qui l'emportait toujours, c'était, je crois, Euripide, même Échille, hein, d'accord. Alors que Sophocle était, bien sûr, même déclassé. Mais regardez ce qu'il écrit. C'est très beau ce qui nous est arrivé, hein, d'accord. Ceci est parvenu, bien sûr, à travers ce qui restait, bien sûr, après avoir brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, hein, d'accord, parce qu'il y avait Alexandre le Grand, bien sûr, en Alexandrie, qui avait fondé la plus grande bibliothèque à l'époque, les Grecs. Hein. C'était aussi en Égypte, c'est Cléopâtre, hein, qui avait gouverné, bien sûr, l'Égypte, hein, d'accord. Ça veut dire des conquérants, hein, des colons, bien sûr, à travers le monde, hein, la Grèce antique, la mythologie, si vous voulez, grecque. Bien. Alors, ces concurrents-là, si vous voulez, ces dramaturges, hein, si vous voulez, essayer de s'octroyer le trophée, si vous voulez, le plus gagnant, hein, à travers, bien sûr, une littérature, un grec. Je rappelle bien que la tragédie grecque, à l'époque, bien sûr, il y avait les seigneurs, il y avait les esclaves, hein, d'accord. C'est pourquoi Socrate, hein, si vous voulez, était toujours contre ces Grecs-là, avec Diogène, bien sûr. Hein. Socrate était un homme rebelle, hein, un grand philosophe, hein, la méiotique, hein, il sait d'exploiter ce que vous lui dites, hein, d'accord. Ma mère était sage-femme et moi j'accouche les esprits. Donc, à partir de ce que vous lui dites, hein, d'accord, donc si vous l'attaquez, il va essayer de vous vaincre, d'accord, de retourner ce que vous avez dit contre vous. Ma mère était sage-femme et moi j'accouche les esprits. Alors, lui, il donnait des cours même dans la rue. Alors, le gouvernement avait peur de lui, on l'emprisonne. Et même en prison, il essaie de politiser les gens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On lui a donné, alors on dit, Socrate a bu la mort, il a bu la ciguë, d'accord, une plante vénéneuse, d'accord, on s'est débarrassé de lui parce que lui, il politisait les gens, d'accord, c'est un homme qui essayait de faire réveiller la classe je sais pas moi, esclaves, hein, parce que là-bas, il n'y avait pas comme maintenant les catégories socio-professionnelles. Si je rappelle maintenant les catégories socio-professionnelles, si vous voulez, par exemple, dans le monde, au Maroc, partout ailleurs, hein, d'accord, donc nous avons, si vous voulez, les grands fonctionnaires, nous avons les patrons, nous avons les entrepreneurs, nous avons les artisans, nous avons les fonctionnaires, nous avons les petits artisans, nous avons les paysans, d'accord, donc il y a une grande couche de catégories socio-professionnelles. Tandis que si vous voulez, à l'époque, il n'y avait que deux couches.
les esclaves et les seigneurs. Donc lui, il n'était pas content. C'est comme Diogène. Diogène, si vous voulez, ou bien l'école cynique, hein, de la salle Kelbir. Ça veut dire il menait une vie de chien. Pourquoi? Parce qu'il était contre, si vous voulez, ce système comme ça d'exploitation raciale où il n'y avait que les esclaves et les seigneurs. Les enfants des esclaves n'allaient pas à l'école, tandis que les enfants des seigneurs allaient à l'école. Donc c'était du racisme. C'était, si vous voulez, une source je sais pas moi, d'extermination, si vous voulez, culturelle, hein, et même raciale. Hein, on essaie, je sais pas, mais suppression, si vous voulez, raciale. On essaie de marginalisation raciale. On se moque de ces gens-là. Ce sont les enfants des pauvres, ce ne sont que des esclaves. Alors Diogène, lui, il allumait une bougie en rencontrant Alexandre le Grand. Alexandre le Grand lui disait ce que vous faites avec une bougie comme ça allumée en plein jour. Alors lui, il répondait que tu te de mon soleil. C'est-à-dire que lui, il a un univers. Donc, c'est une façon, si vous voulez, de manifester pour essayer de passer le message à Alexandre le Grand et au Seigneur aussi, pour leur dire, c'est pas une façon, si vous voulez, de mener une société comme ça, de distinction, si vous voulez, de racisme, d'apartheid. D'accord? Alors, je rappelle que c'est une tragédie moderne chez Jean Anouilh, d'accord, si vous voulez même politique, hein, pourquoi il a essayé d'utiliser cette réécriture pour faire réveiller les Français, pour si vous voulez, faire résister, hein, leur donner le coup de résistance, d'accord, pour aller faire une résistance contre les Allemands. Et c'était bien fait, bien sûr, avec les Alliés. Donc, après la mort d'Oedipe, parce que lui, Oedipe l'a tué son père sans le vouloir, hein, dans le carrefour de l'Abdasia, alors en posant une question, en répondant à la question du Sphinx qui disait que quel est l'homme, ou bien quelle est la créature, hein, l'être vivant qui, en naissant, marche sur 4, puis sur 2 et enfin sur 3. Alors, Oedipe avait répondu, c'est l'homme, et le Sphinx avait explosé. Donc lui directement, il est allé bien sûr épouser sa mère sans le savoir. Je rappelle bien que Laïus, hein, le père d'Oedipe, avait commis une erreur, il avait lésé un roi, l'enfant d'un roi, et ce roi avait lancé un oracle, d'accord, un oracle bien sûr qui allait se réaliser en disant à Laïus, d'accord, le père d'Oedipe, vous aurez un enfant qui va vous tuer et épouser sa mère, c'est-à-dire votre femme. Donc, quand Laïus a eu un enfant, donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné le bébé, hein, il l'a donné à son berger pour le tuer, mais son berger ne l'a pas tué, il l'a donné au berger du roi de Corinthe. D'accord? Ça veut dire des royaumes, bien sûr, en Grèce, hein, d'accord, grec. Alors, Oedipe avait bien sûr vécu avec le roi de Corinthe comme un enfant, si vous voulez, héritier, mais un jour, discussion comme ça qui avait éclaté, on avait prononcé à Oedipe qu'il n'était pas le fils du roi de Corinthe, qu'il n'était pas le prince héritier. Donc lui, il a pris un chat, sur le chemin, bien sûr, il a tué son père, il a répondu à la question du Sphinx, et il est allé épouser sa mère, avec laquelle il a eu, bien sûr, 2 enfants, hein, Éthiopie et Polynice, et 2 filles, Ismène, plus belle que Contigone, un peu brune et un peu chétive. D'accord? Alors, lorsque Jocaste, la mère d'Oedipe, a su qu'elle avait posé son fils, elle s'est piqué les yeux, elle s'est, il s'est suicidé, avec, si vous voulez, hein, avec les lacets de sa ceinture, hein, d'accord. Lui aussi, quand il a su qu'il avait épousé sa mère, il a erré en compagnie d'Antigone, mais après sa mort, Antigone est revenue et Créon s'est intronisé, d'accord, il s'est imposé comme roi. Pourquoi? Parce que Étiocle et Polynice se sont entretués entre eux et ça veut dire que personne n'avait laissé la place à l'autre, ça veut dire pour se succéder, hein, d'accord, faire une alternance, mais ils se sont entretués et par conséquent, Polynice a demandé de l'aide, donc il n'a pas eu droit à des funérailles comme Étiocle, et c'est quoi? C'est le sujet, si vous voulez, de confrontation entre Antigone et Créon. Donc Antigone demande à Créon de donner des funérailles honorables comme il les a faites pour Étiocle, mais lui, il a refusé. Il lui demande de faire la folle pour l'excuser. Le cœur accuse Créon de, je sais pas moi, causer une plaie qui va rester éternellement hein, dans l'historique, si vous voulez, dans la vie des Grecs, mais
elle est faite pour mourir, cette fille-là, d'accord? Alors, il a jeté de la terre sur le corps de son frère Polynice pour soulager ses souffrances dans l'au-delà, selon bien sûr la croyance grecque. Les gardes l'ont vu, donc le trône de Créon est menacé. Il est obligé de la tuer. Avant même de l'exécuter, il demande au garde de l'exécuter, d'accord, de la cuisinier, hein, d'accord, le cuisinier, ça veut dire ici les bourreaux. Donc, elle s'est suicidée avec la tête de sa ceinture. Son fiancé aimant, lui, à son tour, s'est suicidé, hein, d'accord, avant, bien sûr, il s'est rebellé contre son père Créon, d'accord, il l'accuse d'avoir tué sa bien-aimée. Et sa mère, Eurydice, elle, qui tricotait, qui continue une comparse, ça veut dire elle n'a pas parlé pendant toute la tragédie, et elle s'est suicidée, elle s'est coupée la gorge avec les avec les tiges de tricotage, et ainsi une tragédie, si vous voulez, où beaucoup de princes, beaucoup de princesses sont mortes. C'est pourquoi on dit que c'est une tragédie. Ce qui est tragique, ça veut dire ici, c'est il y a la mort, hein, une vraie tragédie, d'accord, bien écrite à l'époque aussi bien de Sophocle que la réécriture de Jean Anouilh, qui est purement politique, d'accord, à côté bien sûr je sais pas moi, de la catharsis, hein, qui va si vous voulez se dégager, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que le théâtre, soit vous riez, vous extériorisez, soit vous allez pleurer, hein, d'accord? Pour, si vous voulez, ce qu'on appelle la catharsis, ça veut dire l'extériorisation à travers les pleurs. Bien. Donc, c'est une tragédie où il y a beaucoup de morts. Et par conséquent, le message politique est passé pour les Français, pour, si vous voulez, soulever contre les Allemands. Et c'est une réécriture, je rappelle bien qu'elle a été à l'époque écrite, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, elle a été écrite sur une épopée, hein, Malhama. Une épopée, elle a été écrite en vers, ça veut dire on l'a chantée, d'accord, dans les manifestations, dans les cérémonies. Tandis que chez Jean Anouilh, au XXe siècle, elle a été écrite en prose. Merci.